Je n'ai pas de nom, pas de visage, pas d'existence, pas de droit à la vie. J'ai été condamné à mort le jour de ma naissance. Et ceci, c'est de votre faute. Je fais partie de ceux qui sont nés dans cet endroit que nous appelons maison par défaut. Il y fait froid en hiver, chaud en été. C'est souvent humide, et il n'est pas rare que l'on tombe malade, même si l'on est rapidement traité. Nous sommes tous entassés comme des marchandises sans importance. Ces conditions sont parfois fatales à certains, et alors, leurs corps sont évacués rapidement. Ceux qui nous ont enfermés là ne se sont jamais posé la question de savoir si c'était agréable pour nous. L'important était juste que l'on reste en vie et en bonne santé, si l'on peut appeler ça une vie. Parfois, je tombais sur quelqu'un qui avait été pris par eux et qui avait connu le monde extérieur. Les récits de ceux qui venaient du grand air me faisaient rêver. Lorsque j'étais enfant, j'essayais d'imaginer ce qu'était un pré. Cela peut vous paraître étrange, mais je n'ai su associer l'image qui correspond à ce mot qu'assez tard, au début de mon adolescence. C'est lors d'une de mes rares sorties que j'ai pu en apercevoir un au loin. Il nous déplaçait parfois, et ça nous permettait d'essayer de voir ce qui se passait autour de nous. C'était pendant ces rares moments que l'on se faisait nombre de faux espoirs. Notre seule raison de vivre, c'était d'espérer être libéré un jour. Nous trouvions cela incroyable, que personne ne vienne jamais. À croire que c'était rentrer dans la normale de persécuter des individus. Nous n'avons jamais entendu parler de gens s'intéressant à nous. Peut-être qu'il y en a, mais ce n'est pas eux qui m'ont sauvé. Les seuls que nous voyions étaient nos tortionnaires. Je ne savais pas qu'il était possible d'aspirer autant de peur. Tout le monde s'écarte sur leur passage. Leur simple mention suffit à nous faire trembler. On pourrait presque les sentir venir avant même de les voir. Imaginez-vous la scène. Vous êtes dans une pièce sombre. Vous ne pouvez pas beaucoup bouger car il a été fait en sorte d'utiliser toute la place disponible. Vous pouvez déjà vous estimer heureux de ne pas être attaché. Vous ne faites pas attention à grand-chose parce que votre quotidien, depuis des lustres, c'est devenu ça. Attendre. Attendre que le temps passe, sans but précis. Et soudainement, vous commencez à vous sentir mal à l'aise. Vous entendez bientôt des bruits de pas dans votre direction. Puis, après une attente qui vous a semblé durer des heures, vous entendez le verrou glisser. Pendant un bref instant, votre peur est supplantée par le désir de voir quelqu'un faire le pas et sortir avant qu'il ne s'en rende compte. Mais ce vain espoir est rapidement balayé tandis qu'une lumière aveuglante s'abat sur vous et découpe la silhouette d'un homme dans le couloir qui nous sépare du reste de l'installation. Il entre sans rien dire, regarde autour de lui comme s'il ne nous voyait pas. Il fait une ronde dans la pièce, en paraissant prendre conscience de l'existence de certains d'entre nous, tout d'un coup. Il les regarde avec mépris, parfois les tâte sans rien dire, et puis il repart. Il a pu constater que le traitement que nous subissions n'avait fait aucune victime. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre sa prochaine visite, même si nous savons intimement qu'un jour, il viendra pour nous faire sortir. C'est une vieille rumeur tenace qui n'a pas été démentie. Après un certain âge, ils viennent nous chercher, et ceux qui sont pris ne reviennent jamais. Certains idéalistes espèrent toujours que c'est une libération, mais peu d'entre nous sommes dupes. On sait très bien qu'un jour, c'est vers notre dernière demeure qu'ils nous envoient. Ils sont tous des représentations plus terribles de la grande faucheuse les uns que les autres. Vous pensez que ce dont je vous parle n'existe pas. La Seconde Guerre mondiale est finie, les camps de concentration ont disparu. La barbarie existe encore en Orient, mais certainement pas dans vos pays civilisés. Pourtant, vous nous passez devant tous les jours sans nous voir. Nos cris d'effroi, lorsque nous voyons leur silhouette menaçante approcher à grands pas, vous laissent indifférents. Notre lente agonie, une fois que nous sommes fait trancher la gorge, ne vous émeut pas le moins du monde. Le spectacle de nos corps se vidant de leur sang, puis déchiquetés en petits morceaux, ne dérange pas vos habitudes.
vous vous voilez la face. La mort est votre pain quotidien, dans lequel vous mordez avidement. Vous êtes nos assassins, car vous nous regardez bêtement mourir dans la souffrance, sans voir ce qu'il y a de mal à cela. Pourtant, si ce massacre ciblait des personnes que vous connaissez, vous seriez les premiers à hurler de terreur. Imaginez vos mères, vos frères, vos fils, jetés dans des cellules, regardés comme de simples animaux et traités lorsqu'ils ne se sentent pas bien. Imaginez-vous, tout en dessous de ce tas humain, en train d'étouffer, car vous n'arrivez plus à obtenir d'oxygène. Et quand vous croyez qu'une main généreuse vous est tendue pour vous sortir de là, ce n'est qu'une serre griffue qui se propose d'abréger vos souffrances. Vous mourrez à genoux, en train de ramper devant votre meurtrier, en le suppliant du regard pour qu'il vous sauve. Vous finissez cette lecture, qui ne ressemble pas du tout à votre réalité, en vous demandant qui est l'idiot qui a écrit ça. À cela, je vous répondrai simplement ceci. Qu'avez-vous eu dans votre assiette aujourd'hui ? Je soupçonne ma petite amie d'avoir mangé mon chien. Je m'appelle Lucas et je vis avec ma petite amie Léa depuis 2 ans. Nous avons adopté un chien ensemble, un berger allemand nommé Rex. C'était notre compagnon fidèle et affectueux, toujours prêt à jouer et à nous réconforter. Mais il y a 1 mois, Rex a disparu. Il n'était pas dans son panier, ni dans le jardin, ni dans le quartier. Nous avons cherché partout, mis des affiches, appelé les refuges, mais rien, aucune trace de Rex. Léa était inconsolable. Elle pleurait tous les jours, refusait de manger, de sortir, de me parler. Je faisais de mon mieux pour la soutenir, mais je me sentais impuissant. J'aimais Rex autant qu'elle, mais je devais rester fort. Puis, il y a 1 semaine, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Léa avait repris du poil de la bête. Elle souriait, riait, me faisait des câlins. Elle cuisinait de bons petits plats, qu'elle me servait avec amour. Elle me disait qu'elle avait fait son deuil, qu'elle voulait aller de l'avant, qu'elle m'aimait plus que tout. J'étais heureux de la voir ainsi, mais aussi intrigué. Comment avait-elle pu changer si vite ? Qu'est-ce qui l'avait aidé à surmonter sa peine ? Et surtout, qu'est-ce qu'elle cuisinait ? Car je dois vous avouer que je n'avais jamais goûté de la viande aussi tendre, aussi savoureuse, aussi délicieuse. Léa me disait que c'était du porc, du veau, du poulet. Mais je n'en étais pas sûr. Il y avait quelque chose de différent, de familier dans le goût de cette viande. Un soir, alors que Léa était partie faire des courses, j'ai décidé de fouiller dans la cuisine. Je voulais savoir d'où venait cette viande, comment elle l'a préparée, quel était son secret. J'ai ouvert le frigo et j'ai failli vomir. Il y avait des morceaux de chair sanguinolente, des os, des organes, des entrailles. Et au milieu de ce carnage, j'ai reconnu la tête de Rex. Ses yeux étaient grands ouverts, sa langue pendait, son pelage était souillé. J'ai hurlé, j'ai pleuré, j'ai couru. Je suis sorti de la maison, j'ai pris ma voiture, j'ai roulé sans but. Je ne pouvais pas y croire. Léa avait tué Rex, elle l'avait découpé, elle me l'avait fait manger. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, je ne sais pas si elle est folle, si elle me déteste, si elle a un plan. Je ne sais pas ce qu'elle va faire quand elle va rentrer. Je ne sais pas ce que moi je vais faire. Tout ce que je sais, c'est que je soupçonne ma petite amie d'avoir mangé mon chien et que je ne pourrai plus jamais la regarder dans les yeux. Au-delà des limites de notre Terre, parmi les terres éternelles du cosmos, existent des êtres de véritable puissance et grandeur qui dépassent notre compréhension. Des êtres qui façonnent et déforment la trame de l'espace et distordent la réalité dans laquelle nous vivons. Regarder leurs yeux, c'est regarder les yeux de l'infini. Décrire leur visage, c'est décrire l'univers. Témoigner de leur puissance, c'est témoigner de la puissance du cosmos. J'étais encore un jeune homme lorsque j'ai été frappé pour la première fois par la fièvre diabolique qui avait déjà touché le reste de ma famille. J'ai été considéré comme chanceux car la grande peste de la saignée n'a pas été ma fin.
Ce n'était que la folie et la peur du cosmos qui m'ont affecté et qui m'affectent encore aujourd'hui. Pour ma famille, la véritable fièvre et la douleur engendrée par la peste causeraient leur perte. Ma mère a été la première à partir. Elle s'est tailladé les poignets durant une crise de folie hystérique alors que ma sœur et moi étions à l'école. C'est mon père qui l'a trouvée, s'écroulant sur son corps dans un espoir futile qu'une interaction divine pourrait les réunir à nouveau. Il s'est avéré que cette interaction divine serait simplement le contact avec le sang contaminé de ma mère. La nuit où mon père est décédé, l'accumulation de sang dans son cerveau a causé ce que j'ai d'abord cru être de la folie, des visions d'horreur cosmiques et éthérées. Craignant leur puissance sur l'esprit humain, il s'est également tourné vers le suicide, mettant fin à sa vie, la tête dans une mare de son sang contaminé. Ma sœur a été réveillée par sa crise de folie et est arrivée en marchant pieds nus dans la chambre. Mais avant que la lumière de sa bougie ne puisse éclairer le vide de la pièce, ses pieds ont senti le sang par terre et elle a su. J'étais le seul à pouvoir prendre soin de ma sœur, car nous n'avions pas d'autre famille. Ayant eu 14 ans le mois précédent, ma sœur était une enfant frêle et fragile, qui pouvait être effrayée simplement par la vue de sa propre ombre. Elle n'a pas tenu aussi longtemps que mère et père, qui ont combattu la peste pendant près d'une semaine chacun. Ma sœur tenait à peine debout au-delà du 3e jour, et une partie de moi souhaiterait ne jamais avoir assisté au 4e. Je préfère m'abstenir de décrire les circonstances du décès de ma sœur, car la brutalité sanglante de l'événement m'a laissé dans un tel état de fragilité que j'ai été interné à l'asile psychiatrique de Providence. C'est là-bas que j'ai commencé à expérimenter la vraie nature de l'univers et de ses forces impénétrables. Comme je l'ai mentionné, j'ai été frappé par des crises de folie et de paranoïa, mais pas par la peste. Si c'était le cas, je crois que ce manuscrit ne serait pas là pour dévoiler toutes les horreurs qu'il contient. C'est au cours du 1er mois suivant mon admission à l'hôpital que j'ai rencontré un artiste du nom de Joseph. Je n'ai jamais su la raison pour laquelle Joseph était également admis là-bas, seulement qu'il ressentait le besoin d'être là pour protéger quelqu'un, que ce soit lui-même ou un membre de sa famille. Il était grand et maigre, avec une tête bien sculptée, ornée de cheveux bruns et d'une paire d'yeux d'un bleu délicat. Ses mains étaient douces et minces, comme celles d'une femme, signe évident qu'il préférait les arts intellectuels de la peinture et de la sculpture d'argile aux travaux physiques et manuels des autres jeunes hommes de son âge. Nous sommes rapidement devenus amis en réalisant que nous faisions partie du groupe de personnes le plus stable de l'hôpital. Joseph me racontait des histoires de la vie dans un petit village dont le nom m'échappe, en dehors de Providence. Il me faisait également souvent des petits croquis pour décorer la chambre terne et anesthésiante où je me trouvais. Moi, je lui racontais des histoires sur mon travail dans la boutique familiale, quand je me penchais derrière le comptoir pour atteindre les bocaux de bonbons que ni ma mère ni ma sœur ne pouvaient atteindre. Ou que je parlais à la gentille vieille dame qui venait souvent acheter des bougies et des savons, et comment cette même vieille dame disait qu'elle trouvait que mon exubérance juvénile était une qualité charmante, que je ne devrais pas perdre si aisément. C'est dans la nuit du 8 mars que Joseph a pénétré dans ma chambre. Ses pas étaient lents et monotone, alors qu'il se faufilait jusqu'à mon chevet. Je ne l'ai pas entendu entrer. Je ne l'ai d'ailleurs senti que lorsqu'il a posé l'une de ses mains si féminines sur mon bras, et qu'il m'a secoué. Lorsque je me suis réveillé, je l'ai vu debout, au-dessus de moi, et je me suis alors relevé, effrayé par le visage balafré et ensanglanté, qui se tenait juste devant moi. Dans sa folie, Joseph avait fabriqué un surin à partir de son cadre de lit et gravé des sigils étranges partout sur son visage et ses bras. Ses yeux étaient injectés de sang et sa bouche se tordait en un sinistre sourire. Il a délicatement déposé le surin sur mes genoux avant de poser une main sur mon épaule tout en chuchotant une sorte de terrible mantra à mon oreille. Sa main a glissé vers le surin et m'a invité à le rejoindre dans un paradis perdu il y a de cela un millénaire. Le sang s'est échappé de mon visage et j'ai senti mes bras devenir lourds et froids lorsque j'ai assisté à l'apparition d'un affreux abîme au-delà de lui et qui semblait même être au-delà du monde commun. Une vague de haine et de colère est venue m'envahir lorsque j'ai saisi le surin avant de me décider à le plonger dans son ventre. La voix gargouillante et rauque de mon ancien ami s'est lentement estompée alors qu'il tombait inerte sur le sol pourri et moisi
de cet asile d'aliénés. La peur eut finalement raison de moi. J'étais trop terrifié pour détourner les yeux du corps qui se trouvait devant moi. Lorsque j'ai enfin rompu la transe et levé les yeux de la vision d'horreur, l'hôpital dans lequel j'étais confiné avait été déformé et distordu, transformé en une infinie perspective des cieux noircis face à moi et de terre grise sous mes pieds. Au-dessus de l'immense purgatoire sur lequel je me tenais, flottait une créature qui hante encore mes pensées et mes souvenirs, et me rend fou dans chacun de mes rêves. Tournoyant, frémissant, gargouillant, et se tordant telle une masse de verre noir au sein d'un cadavre en décomposition. C'était le sultan démoniaque, celui qui contrôlait si répugnamment les cieux et le cosmos comme un seul. Je me trouvais dans un pays de prédateurs, et je n'étais même pas suffisamment digne d'eux pour être considéré comme une proie. Je me sentais comme si mon esprit fragile se brisait en 1000 morceaux. Mes yeux pourrissaient littéralement à la vue d'une telle terreur macabre que personne d'autre ne connaîtrait jamais. Les surveillants ont finalement retrouvé le corps de Joseph ainsi que le surin sous mon lit. Il n'y avait aucun moyen de contester ce qui était déjà évident. Les horreurs que j'ai vues resteront avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Et bientôt, lorsque la corde placée par le bourreau autour de ma misérable gorge viendra ébranler mon corps, les horreurs m'assailliront jusque dans la mort. Car la terre n'est pas notre foyer. Notre terre n'est qu'un asile pour les esprits fragiles qui sont trop faibles pour contempler en face la terreur et la puissance époustouflante de l'univers.
On connaît tous les dérives d'Internet. Pourtant, elles sont plutôt rares par rapport à tous les événements qui se déroulent dans ce monde virtuel. Mais les dérangés sont partout. Et donner accès à tout le monde entraîne obligatoirement certains fous à migrer, à devenir des prédateurs du web, une nouvelle sorte de criminalité sujette à bien des penchants morbides. Sur Internet, les gens laissent leurs envies morbides s'exprimer. Ils cherchent le gore, ils cherchent la pornographie, et certains cherchent bien pire. Je ne me considère pas vraiment comme normal. Tous les gens que je croise dans la rue sont différents de moi, si peu intelligents, si manipulables, et si obsédés par la beauté. Je suis le genre de gars qui passe ses journées sur l'ordinateur pour oublier le monde extérieur. Et je suis déjà obligatoirement tombé sur quelques images louches. Je suis passionné par le paranormal, l'ufologie, tous les trucs dans le genre. Du coup, je fais souvent des recherches pour être à la page des nouvelles théories et tout ça. Un jour, je suis tombé sur un site tout simple. Pas de nom, juste l'adresse. Le site, c'était juste un fond noir avec quelques formes et à l'avant, une barre de recherche en plein milieu de l'écran. Curieux, j'ai écrit « fantôme ». Rien ne se passe, juste la barre de recherche à nouveau vide. J'ai ensuite écrit « ovni ». Même chose. Alors j'ai fermé la fenêtre et je suis allé regarder 2 ou 3 vidéos. Mais le site occupait toutes mes pensées. Qu'est-ce que ça pouvait être ? Finalement, j'y suis retourné. Dans mon historique, il était inscrit sur le nom « un email », une preuve en image. J'ai alors compris de quoi il s'agissait. J'ai inscrit mon adresse mail, la page s'est actualisée et la barre de recherche avait disparu pour laisser place à une phrase. Encore des preuves ? Partagez. Je suis allé voir dans ma boîte mail comme prévu. Message de preuve en image. J'ai cliqué. Un petit texte s'est affiché. Merci d'avoir utilisé un email, une preuve en image. Vous voulez plus d'images ? Partagez l'adresse du site avec vos amis. Suivi d'un petit cliquer pour télécharger. J'étais un peu craintif. Et si c'était un virus ? Ce genre de truc, ça arrive. Et ce mode opératoire, où il faut partager, c'était un bon moyen de le propager. J'ai tout de même téléchargé. Une image s'est téléchargée, et je l'ai ouverte. C'était une image de faible qualité, prise avec un portable sûrement. L'angle était étrange. Il avait été pris de travers. Celui qui tenait l'appareil avait pris la photo de sous une table avec une longue nappe et avait à moitié passé le téléphone sous celle-ci. Même si la longue nappe blanche cachait une grande partie de ce qui se passait, on ne pouvait nier la présence de corps ensanglantés et d'une patte griffue. En bas à droite de l'image se trouvait une inscription en vert fluo. Partagez pour vous rapprocher du secret. Je ne pouvais rien faire d'autre. Il fallait que j'en voie plus. Alors je l'ai envoyé à un ami. Et j'ai reçu un autre message. La même chose et une nouvelle image. Cette fois, l'image était de qualité plutôt bonne, prise depuis une caméra de sécurité dans le jardin d'une maison. À travers la fenêtre, on pouvait voir le même corps, mais sans la chose. Dans l'obscurité du jardin, on pouvait distinguer une forme. Un homme. Non, pas vraiment. J'ai pensé à un fantôme. Ça avait l'air d'une sorte de masse floue, un ectoplasme. Et près de lui, plusieurs taches sombres au sol. On pouvait facilement penser qu'il s'agissait de sang. Puis, encore une inscription. Partagez avec 2 personnes pour vous rapprocher du noir. Je l'ai encore fait. C'est fou comme je me suis pris au jeu. Encore une nouvelle image. Une chambre d'enfant. C'était le chaos. Les meubles étaient renversés. Le lit rose, sûrement celui d'une petite fille, était déchiqueté et recouvert de sang. On pouvait voir un petit bras dépasser dessous celui-ci. Qui prenait la photo ? Et l'inscription, partagée avec 3 personnes pour qu'ils se rapprochent. J'étais vraiment mal à l'aise, je veux dire. C'était sûr que c'était du fake, un canular morbide. Mais merde quoi, une petite fille. J'ai envoyé ça à 3 autres amis. Et j'ai reçu une autre image, bien plus horrible que toutes celles que j'ai pu voir. La petite fille était encore là. Mais cette fois, c'était dans la rue. Elle était enroulée dans ses draps ensanglantés et accrochée à un lampadaire. En dessous, un passant qui faisait comme si de rien n'était. Il était plutôt étrange, trapu, comme s'il n'avait pas de cou. En y regardant de plus près,
Ses mains étaient très longues. En réalité, elles étaient vraiment énormes et terminées comme des griffes, comme celles de la première image. Partagée avec 4 personnes pour connaître la vérité. J'étais prêt à le faire quand soudain, j'ai remarqué quelque chose qui me dérangeait vraiment. Je n'avais pas l'habitude de sortir dans la rue la nuit, mais cette rue ressemblait exactement à la mienne, mais tout de même différente. Après avoir envoyé le lien du site à 4 personnes, j'ai reçu l'image. L'homme difforme était en plein écran, dans une semi-obscurité. J'aurais pu croire véritablement à un canular cette fois-ci, mais quelque chose m'en empêchait. Peut-être les poils sur le torse et sur le crâne de la chose. Peut-être les agrafes qui gardaient sa bouche fermée, brillant, comme lors d'un flash d'appareil photo. Ou encore, la télé allumée en arrière-plan, autant de petits détails qui me faisaient penser que c'était une chose réelle qui était en photo. Encore une inscription cette fois. Ta petite sœur va bien. J'étais pétrifié. La petite fille déformée par le traitement qu'on lui avait fait subir. Ma sœur. J'ai sauté sur mon téléphone et j'ai fait le numéro de mon père. Mes parents étaient divorcés et ce week-end, c'était mon père qui l'a gardé. Personnellement,